Un supermarché de luxe en Californie. Un samedi ordinaire. Sur une table de dégustation, 24 pots de confiture exotique, alignés comme des bijoux. Les clients s'arrêtent, goûtent, sourient, comparent. La table attire les foules. 60% des passants font le détour. Tout indique un succès. Le samedi suivant, même magasin, même table, même marque. Mais cette fois, 6 pots seulement. Moins de monde s'arrête. 40% à peine. La table paraît presque pauvre à côté de la précédente. Et pourtant, à la caisse, quelque chose d'étrange se produit. Devant 24 confitures, 3% des visiteurs achètent. Devant 6, 30%. 10 fois plus. Relis ces chiffres. La table la plus attirante est celle qui vend le moins. Les options en trop n'avaient pas seulement compliqué le choix, elles avaient tué la décision elle-même. Maintenant, regarde ta propre vie. Les séries que tu mets 1 heure à choisir avant de ne rien regarder. Les messages laissés sans réponse parce qu'il y avait trop de façons de répondre. Les projets jamais lancés parce qu'il y avait trop de directions possibles. Et si ta liberté était en train de te paralyser? Cette expérience des confitures, menée par la psychologue Sheena Iyengar, a ouvert une brèche dans une des croyances les plus solides du monde moderne. Plus de choix égale plus de liberté, et plus de liberté égale plus de bonheur. Toute notre économie repose sur cette équation. Nos magasins, nos écrans, nos vies. La formule semblait évidente. Elle est fausse. Le psychologue Barry Schwartz a donné un nom à cette fissure, le paradoxe du choix. Jusqu'à un certain point, les options libèrent. Personne ne regrette de pouvoir choisir son métier ou son partenaire. Au-delà, chaque option supplémentaire ajoute un poids invisible, une comparaison de plus, un regret possible de plus, une question de plus qui reste ouverte après la décision. Des chercheurs ont depuis nuancé les faits. Ils ne frappent pas partout, ni tout le monde, ni à toutes les doses, mais dans un monde à 1000 options, carrière, écran, partenaire, produit, destination, les conditions du piège sont réunies presque en permanence. Et le piège a une mécanique précise que tu peux sentir fonctionner en toi. Chaque option que tu examines a un coût mental. 10 options, ce sont 10 futurs à simuler, 10 comparaisons à mener, 10 deuils potentiels à préparer. Ton cerveau, conçu pour choisir entre 3 sentiers dans une forêt, se retrouve à évaluer des catalogues infinis. Il fait ce qu'il peut, honnêtement. Puis il s'épuise. Les psychologues appellent ça la fatigue décisionnelle. Et quand il s'épuise, il choisit la seule option qui ne coûte rien sur le moment. Ne pas choisir. Reporter. Garder toutes les portes ouvertes, encore un peu, juste au cas où. Ce qui, tu vas le voir, est la plus coûteuse des décisions. Schwartz a découvert autre chose. Face au choix, il existe 2 types d'esprit. Le premier, il l'appelle le maximiseur. Sa règle, le meilleur, rien d'autre. Il compare tout, vérifie tout, lit chaque avis, rouvre chaque décision déjà prise. Toi, tu en connais forcément un. C'est peut-être toi. Le second se contente de là, c'est bon. Les chercheurs disent, le satisfait. Il fixe ses critères à l'avance, prend la première option qui les remplit tous, et passe à autre chose sans se retourner. Vu de l'extérieur, il a l'air moins exigeant, moins sérieux, presque négligent. Les données racontent une toute autre histoire. Chez de jeunes diplômés suivis pendant leur recherche d'emploi, les maximiseurs ont décroché des salaires nettement plus élevés, environ 20% de plus. Objectivement, ils avaient gagné. Subjectivement, ils étaient moins satisfaits de leur poste, plus stressés, plus anxieux, plus rongés de doutes que les satisfaits. Meilleur résultat, pire expérience. Retiens bien ce renversement. Il résume notre époque. La raison tient en un mot. La comparaison. Le maximiseur ne compare pas son choix à ses besoins, mais à toutes les alternatives, y compris imaginaires. Or, il existe toujours, quelque part, un emploi mieux payé, un appartement plus lumineux, un partenaire plus drôle, une vie plus intense. Contre le catalogue infini, le réel perd à tous les coups. Le match est truqué d'avance. Et le regret n'a même pas besoin que tu te trompes. Il lui suffit que tu aurais pu choisir autre chose. Chaque option écartée laisse un fantôme, et le fantôme ne vieillit jamais. Plus il y avait d'options sur la table, plus la pièce est peuplée. Reste à comprendre le plus troublant. Pourquoi même le bon choix, le très bon choix, finit par perdre son goût. 3 mécanismes travaillent contre toi en silence. Le premier, le coût d'opportunité. Chaque oui est fait de 1000 non. En choisissant ce restaurant, tu renonces à tous les autres. Et ton esprit, au lieu de savourer l'assiette, feuillette le catalogue des renoncements. Plus le menu était long, plus le dîner a un arrière-goût. Le deuxième, l'inflation des attentes. Avec autant d'options,
le résultat se doit d'être parfait. Sinon, pourquoi tout ce travail de sélection? Un téléphone choisi parmi 3 peut décevoir un peu. Choisi parmi 200, il n'a plus le droit. Quand la perfection devient le standard, le très bon devient une déception. Et presque tout dans une vie est au mieux très bon. Le troisième, l'adaptation. Quoi que tu choisisses, ton cerveau s'y habitue. L'extase des premiers jours devient le décor du quotidien. C'est sa façon de fonctionner. Mais les fantômes des options écartées, eux ne s'usent jamais. Dans ton imagination, ils restent parfaits, éternellement neufs, éternellement prometteurs. Le réel s'use, le possible jamais. Le duel est perdu d'avance. Additionne les 3, et te voilà avec la maladie moderne, des vies objectivement plus riches et plus libres que jamais dans l'histoire, hantés par la sensation permanente de rater quelque chose. Les écrans à défilement infini, les catalogues sans fond, et les applications de rencontres n'ont pas créé ce bug de ton cerveau. Ils l'ont industrialisé. L'issue existe. Pourtant, elle a 2000 ans, elle a été testée par des hommes qui avaient infiniment moins d'options que toi, et visiblement plus de paix. Et elle tient en une phrase qui semble presque interdite aujourd'hui. La liberté n'est pas d'avoir toutes les portes ouvertes, c'est de savoir enfermer. Les stoïciens l'enseignaient déjà, ce n'est pas l'abondance qui rend libre, c'est la clarté sur ce qui suffit. Sénèque écrivait que la vraie richesse n'est pas d'avoir plus, mais de désirer moins, non par résignation, mais par stratégie. Ce n'était pas de la morale d'ascète, c'était, on le sait maintenant, de la psychologie expérimentale avant l'heure. Première clé, décide de tes critères avant de regarder les options. 3 critères, pas 10, ce qui compte vraiment, pour toi, pas pour le vendeur. Puis prends la première option, qui les remplit tous, et ferme le catalogue. Physiquement, ce n'est pas de la négligence, c'est refuser de payer une taxe mentale que personne ne te rembourse. Deuxième clé, rends tes décisions irréversibles quand tu le peux. Des expériences l'ont montré. On aime davantage ce qu'on ne peut plus échanger. Tant que le retour est possible, le cerveau continue de comparer. Dès que la porte est scellée, il se met enfin à apprécier. La sortie de secours que tu gardes ouverte laisse surtout entrer les courants d'air. Troisième clé, pratique la gratitude ciblée. Chaque soir, une chose que tu as choisie. Ton métier, ta ville, une personne, et une raison précise pour laquelle elle te convient. Aujourd'hui, concrètement. Tu retournes l'arme de la comparaison. Au lieu de comparer ton choix au fantasme, tu le compares au rien. Face au fantasme, le réel perd toujours. Face au rien, il gagne toujours. La liberté véritable, celle des maîtres de l'esprit, n'a jamais été le catalogue infini. C'est une poignée de portes choisies avec soin, fermée derrière soi, sans regard en arrière. Alors dis-moi en commentaire, dans quel domaine de ta vie l'excès d'options te paralyse-t-il le plus? Et si tu veux apprendre à fermer les bonnes portes, la prochaine leçon t'attend sur la chaîne.